Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui nous touche tous, de près ou de loin, la fragilité de la vie. On va s'appuyer sur les réflexions vraiment profondes du psychiatre Christophe André. Vous savez, quand une crise vous tombe dessus sans prévenir, comment on fait pour ne pas couler? C'est exactement ce qu'on va voir en explorant son propre face-à-face avec la maladie. C'est une exploration hyper humaine de notre condition, et je vous promets que ça fait réfléchir. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Imaginons un instant, si on vous annonçait que demain, tout s'arrête. C'est fini. Qu'est-ce que vous choisiriez de manger pour votre tout dernier repas? Vers quoi est-ce qu'on se tourne quand on sait que c'est la fin? La réponse de Christophe André est elle est d'une simplicité dingue. Pas de caviar, pas de festin hors de prix. Juste ça, une figue bien mûre. C'est fou, non? Ce choix, en fait, il nous rappelle la puissance absolue des petits détails de tous les jours. Une figue avec ce petit goût d'arrière-saison, c'est le cycle de la nature, c'est ce petit bonheur ultra accessible qu'on oublie complètement de savourer quand tout va bien. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est un concept psychologique qu'on appelle l'habituation hédonique. En gros, pourquoi est-ce qu'on a toujours tendance à banaliser ce qui nous rend heureux? Prendre une douche bien chaude, marcher sans avoir mal nulle part, croquer dans un fruit. Notre cerveau s'habitue à ces trucs-là parce qu'ils sont toujours à portée de main. On trouve ça normal, on les prend pour acquis. Et très souvent, il faut qu'une tuile énorme nous tombe sur la tête pour qu'on capte enfin à quel point c'était précieux. Ce qui nous amène à notre premier grand point, le choc de l'épreuve. Imaginez un peu la scène. Christophe André a 59 ans, sa vie est paisible, tout va bien. Et là, boum, le diagnostic tombe, cancer du poumon. Le monde se fracture en une seconde. Il raconte qu'en sortant du cabinet de son médecin, il s'est retrouvé dans une rue de Paris, inondée de soleil. Et là, il a ressenti un contraste métaphorique complètement fou. D'un côté, il y avait la foule, les vivants, des gens insouciants qui ont l'air littéralement immortels. Et de l'autre, lui. Il s'est senti faire partie des morituries, vous savez, ceux qui vont mourir, comme les gladiateurs dans l'arène. En un instant, il venait de franchir une frontière invisible, écrasé par le poids de sa propre mortalité. Pour essayer de digérer ça, il s'assoit sur un vieux banc en pierre dans la cour de l'hôpital. Et la façon dont son esprit a réagi chronologiquement est fascinante. Minute 1, c'est la sidération totale. Le cerveau bug. Minute 5, là c'est la tempête. 1000 pensées à la seconde sur le chagrin de sa famille, comment organiser son absence, le chaos. Et puis, vers la 30e minute, en se forçant à respirer, le calme commence à revenir. C'est la décantation. Et le truc le plus marquant, c'est que son émotion principale à ce moment-là, c'était pas la terreur. C'était une profonde tristesse à l'idée de devoir quitter la vie. Deuxième partie de notre réflexion, et c'est une vraie question. Faut-il vraiment se battre? Quand quelqu'un tombe gravement malade, la société a toujours ce même réflexe. Allez, sois fort, il faut te battre. Mais regardons ça de plus près. L'idée de se battre, ça nous met direct dans une posture de guerre. C'est épuisant et au fond, c'est presque une façon de rejeter la réalité, de faire la guerre à son propre corps. À l'inverse, il y a l'acceptation. Attention, on se comprend bien. Accepter, c'est pas du tout jeter l'éponge. C'est juste dire, ok, le problème est là, c'est la réalité. Et s'approprier ça pacifiquement, c'est la toute première étape, indispensable, pour organiser la meilleure réponse médicale possible, mais sans s'épuiser mentalement. Et ça illustre brillamment une idée qui remet pas mal de choses en perspective. L'adversité, c'est le loyer de la vie. Tomber malade ou traverser une grosse galère, c'est pas l'univers qui vous punit, c'est pas une injustice qui ne vise que vous. En fait, c'est juste le loyer qu'on doit tous payer pour avoir le droit de vivre sur cette planète. S'imaginer qu'on va traverser 80 ans d'existence sans jamais croiser la maladie ou le deuil, c'est une illusion totale. Troisième point, comment accompagner la souffrance? Alors comment on fait quand c'est un proche qui est dans la tourmente? Franchement, on a tous peur de dire la mauvaise phrase, ou alors on tombe dans la fameuse positivité toxique. Voici une méthode super concrète de Christophe André. D'abord, étape 1, demandez toujours si c'est le moment d'en parler. Parfois la personne veut juste boire un verre et parler de la pluie et du beau temps. Étape 2, écoutez. Vraiment, avant de balancer vos propres conseils. Et étape 3, demandez-lui ce dont elle a besoin, tout simplement. Parce que recevoir 20 messages en majuscules par jour pour demander « comment ça va ce matin ?», ça peut vite devenir étouffant pour quelqu'un qui souffre déjà. Et puis il y a la question d'exprimer son affection. Christophe André se livre là-dessus et c'est hyper touchant. Il avoue que même en tant que psychiatre, il a eu du mal toute sa vie à dire « je t'aime ». Il parle de cette pudeur qu'on hérite souvent de nos parents. On a parfois l'impression que dire « je t'aime », c'est signer un contrat inviolable, qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Mais en réalité, les mots d'amour sont performatifs. Ça veut dire que le simple fait de les prononcer, ça rend le sentiment réel, ça le solidifie. Voir qu'un grand expert de l'esprit galère avec ces trucs basiques, ça déculpabilise, non? Ça nous rappelle juste qu'il faut vraiment faire l'effort de verbaliser notre amour. On arrive à notre quatrième et dernière partie, penser à la mort. Donc le point crucial, c'est comment on fait pour que cette angoisse de la fin ne nous gâche pas le présent. C'est là qu'une petite pensée inspirée de Spinoza fait tout le travail. L'idée de mort ne nous tuera pas. C'est vrai,
Penser à un chien qui aboie ne fait pas de bruit dans la pièce. Penser à la mort ne va pas la faire apparaître par magie. On passe notre temps à fuir cette idée, mais la regarder en face, c'est le seul antidote contre cette fameuse illusion qu'on a tout notre temps. C'est ça qui nettoie nos lunettes et qui nous donne envie de vivre à fond, là, tout de suite. Il y a une petite anecdote que je trouve incroyable pour illustrer ça. Christophe André, encore très affaibli par son opération, regarde par la fenêtre. Et là, il voit des gamins sortir de l'école. Ça court partout, ça hurle, c'est plein de vie. À ce moment-là, il a deux options. Soit il se dit « pourquoi eux ont cette énergie et pas moi ?» et il plonge dans l'amertume, soit il décide de se nourrir de leur vitalité. Il a choisi la deuxième option. Il a littéralement absorbé leur énergie. Dans ces moments-là, faire l'effort de voir la beauté du monde, c'est pas juste un petit exercice de développement personnel mignon, c'est une urgence absolue. C'est vital. Pour clore notre exploration d'aujourd'hui, je vous laisse avec une question qui donne un peu le vertige. Demandez-vous, qu'est-ce qu'on possède là maintenant qui ne nous ait pas été offert ? L'air qu'on respire, le cœur qui bat dans notre poitrine, le ciel, les gens qu'on aime, absolument tout nous a été donné. On n'est que des locataires de passage dans cette vie. Ce n'est pas un dû, c'est un cadeau à durée limitée. Et honnêtement, réaliser ça, c'est le premier pas pour arrêter de juste survivre et commencer enfin à vivre.